Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce troisième webinaire d'une série de 3 webinaires sur la contamination environnementale des sols. Aujourd'hui, le webinaire va traiter principalement de l'échantillonnage environnemental, de l'analyse et de l'interprétation des résultats. Avant de commencer, je me présente, Claudel Bobino-Boulay. Je travaille comme chargée de projet à l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador. Et je travaille plus particulièrement dans le secteur de la restauration de sites puis des sites contaminés. Aujourd'hui, la présentation va être en français, mais sachez que si elle vous intéresse en anglais, on va la traduire et la mettre en ligne également sous peu. Et puis, tout au long de la présentation, si vous avez des questions, prenez-les en note. Et puis, à la fin de la présentation, sur la dernière diapositive, vous allez retrouver mon courriel et vous pourrez m'envoyer toute question que vous auriez par rapport au sujet qu'on traite aujourd'hui ou tout sujet qui serait en lien avec la contamination environnementale de site. Si je suis capable d'y répondre, tant mieux, ça me fera plaisir. Et si jamais je n'étais pas la meilleure personne pour y répondre, je vais essayer de vous trouver une personne qui sera en mesure là, de vraiment répondre aux questions que vous pourrez avoir. Pourquoi suivre ce webinaire? Bon, 3 grandes raisons. D'abord, ce qu'on veut, c'est de comprendre les grandes lignes de l'échantillonnage environnemental puis des travaux de terrain. Ensuite, un début, ce serait d'approfondir certaines étapes de la caractérisation environnementale de site, principalement la phase 2 et la phase 3. Ensuite, renforcer certaines connaissances sur le sujet ou encore par simple intérêt personnel. Si vous êtes un professionnel de l'environnement ou de l'évaluation environnementale de site et que vous travaillez depuis longtemps dans le domaine, peut-être que ce webinaire n'est pas directement adressé à vous parce qu'encore une fois, on va effleurer les grandes lignes, on reste en surface, on n'ira pas en profondeur. Donc aujourd'hui, à qui s'adresse ce webinaire? Bon, à toute personne qui va travailler sur le terrain dans les communautés, ou qui va travailler aux travaux publics, qui va faire affaire avec des consultants, qui va faire du management environnemental. Aujourd'hui, ce webinaire-là s'adresse à vous. Le webinaire va se diviser en 3 grandes parties. La première partie, on va parler de la planification d'une campagne d'échantillonnage. Pour la deuxième partie, on va parler des techniques d'échantillonnage lors des travaux de terrain. Puis, on va terminer avec la troisième et dernière partie, soit l'analyse et l'interprétation des données et des résultats. Si vous avez écouté le webinaire précédent qui traitait des études environnementales de site, donc qui parlait de la phase 1, la phase 2, la phase 3 et la réhabilitation, aujourd'hui, c'est certain qu'on fait une genre de suite logique de ce webinaire-là. Mais peut-être vous faire un petit récapitulatif. Lors du dernier webinaire, on a parlé d'abord de ce qu'était une phase 1. La phase 1, son but, c'est de déterminer s'il y a eu des activités sur le site et dans le voisinage de celui-ci qui représentent un risque de contamination environnementale pour la propriété à l'étude. Et elle nous permet de cibler s'il y a eu les secteurs susceptibles d'être contaminés et les sources potentielles de contamination. On se rappelle que lors de la phase 1, il n'y a aucun échantillonnage environnemental qui est effectué. C'est vraiment plus une enquête historique. Ensuite, pour les étapes de la phase 2, la phase 3 et la réhabilitation, là, il y aura de l'échantillonnage. La phase 2, elle servait à quoi? Elle servait à déterminer la présence et le degré de contamination dans l'environnement. C'était une suite logique à la phase 1. La phase 3, quant à elle, venait compléter la phase 2 avec plus d'informations. Donc, on va encore une fois procéder à l'échantillonnage, mais le but va être de définir la nature, l'ampleur et la localisation plus exacte de la contamination, ce qui va nous permettre de savoir combien peut coûter une réhabilitation. Et finalement, on avait la dernière étape qui était la réhabilitation ou encore la gestion du risque. Et puis, cette étape-là sert à diminuer les risques liés à la contamination ou encore à respecter la réglementation ou les recommandations en vigueur, dépendamment du site et de où est-ce qu'il est situé. Alors, débutons avec notre premier chapitre. Donc, ce premier chapitre va traiter de la planification d'un programme d'échantillonnage. Avant de débuter le chapitre, il peut être intéressant de mentionner que lorsqu'on échantillonne, il n'y a pas que les sols qu'on peut échantillonner, il y a plusieurs matrices. Aujourd'hui, on va parler principalement des sols et de l'eau. Lorsqu'on parle des sols, on va parler de l'échantillonnage d'un site, donc directement sur le site, ou encore de l'échantillonnage de sol en pile.
Et on va parler de l'échantillonnage de l'eau souterraine et un petit peu de l'eau de surface. D'autres sujets ou d'autres matrices qu'on ne va pas discuter aujourd'hui, mais qui pourraient faire éventuellement l'objet d'un prochain webinaire, ça va être l'échantillonnage des sédiments et des matières résiduelles qui, des fois, doivent être échantillonnés également dans le cadre d'évaluation environnementale de site. Lorsqu'on parle d'échantillonnage environnemental des sols, il peut être intéressant de juste statuer un petit peu sur les différents buts que peut avoir un échantillonnage. D'abord, on peut vouloir démontrer la présence ou l'absence de contaminants dans les sols. On peut vouloir simplement vérifier également les conclusions qu'on aurait émises dans une phase 1 qui serait préalable. On peut vouloir définir le degré de contamination. L'échantillonnage nous permet également d'évaluer la distribution spatiale des contaminants dans des sols. Ensuite, ça nous permet également de préciser le profil stratigraphique parce qu'en échantillonnant les sols, on a une meilleure idée de leur composition. Et finalement, ça nous permet de préciser les propriétés des sols pour justement comprendre le chemin que des contaminants pourraient prendre éventuellement dans le sol. Parce que, comme on dit, dépendamment si le contaminant se trouve dans un sable, dans une argile, il va plus ou moins cheminer de la même façon. Quelles sont toutes les composantes qui font partie de la planification de l'échantillonnage? D'abord, il y aura la vérification de la présence d'études antérieures, donc de phase 1. Ensuite, il y aura le choix d'une approche d'échantillonnage. Ensuite, il y aura le choix des paramètres d'analyse. Ensuite, il y aura le choix de la profondeur à atteindre lorsqu'on fera des sondages. Il faudra également vérifier la présence d'infrastructures souterraines et tout ça nous permettra d'en arriver à l'étape de développer un plan de sondage qui pourra être utilisé une fois rendu sur le terrain. La présence d'études antérieures, c'est vraiment une bonne façon de commencer un plan d'échantillonnage, plutôt l'utilisation d'études antérieures, parce que si, par exemple, il existe déjà une phase 1 ou encore une étude géotechnique du site en question, on va être capable d'aller chercher beaucoup d'informations qui vont nous orienter pour la planification de notre programme d'échantillonnage. Par exemple, une phase 1, comme on a mentionné dans un webinaire antérieur, la phase 1 va émettre les conclusions à savoir s'il y a un risque ou non de contamination environnementale et de quel risque. Et il va souvent nous donner le secteur sur le site où serait situé ce risque-là. Donc, ça nous aide à savoir où est-ce qu'on peut placer des sondages, mais aussi, là, je vous ai mis une table des matières ici d'une phase 1 parce que vous voyez à l'intérieur de cette table des matières-là, il y a plein d'autres chapitres qui peuvent nous aider à faire notre planification de sondage. Entre autres, la géologie, hydrogéologie en 4.4. Ça, c'est une section qui va nous donner de l'information sur les sols, la profondeur du roc, etc. Ensuite, la visite du site nous permet, avant même d'avoir peut-être visité le site en phase 2, de revoir des photos de la phase 1, de savoir s'il y avait des réservoirs de stockage, s'il y avait des réservoirs souterrains, s'il y avait de la présence de remblais, les cours d'eau, s'ils étaient loin, proches, où est-ce que l'eau se dirigeait. Donc, l'étude antérieure, surtout la phase 1, va vraiment nous orienter par rapport à la phase 2, puis aux étapes à venir, à savoir comment est-ce que je vais organiser ma planification sur le terrain. Ensuite, quelle sera l'approche d'échantillonnage qu'on va utiliser? De façon générale, on peut dire qu'il existe 4 grandes formes d'approche d'échantillonnage, soit la systématique, l'aléatoire simple, la ciblée ou encore la combinée. Donc, l'approche systématique, elle consiste à un grillage, en fait, ou un maillage qui va être assez systématique. Donc, c'est-à-dire qu'on va échantillonner à toutes les, par exemple, 15 mètres carrés, on échantillonne. 15 mètres carrés, on échantillonne. C'est une méthode qui permet une couverture uniforme du terrain. Puis, elle est assez simple à réaliser. Ensuite, on a la méthode aléatoire simple. En fait, c'est une méthode qui est au hasard sur le terrain. Donc, généralement, ça va être fait un peu n'importe où. C'est vraiment juste pour aller tester ou compléter de l'information qu'on aurait besoin sans nécessairement avoir un endroit précis qu'on veut échantillonner. Ensuite, on a l'approche ciblée, qui est souvent l'approche la plus utilisée. L'approche ciblée, elle cible en fait des endroits précis, souvent en lien avec ce qui aurait été identifié préalablement avec la phase 1, c'est-à-dire des secteurs qui pourraient être contaminés parce qu'il y avait une tache d'huile, parce qu'il y avait tel élément, un réservoir. Donc, on va vraiment cibler les endroits qu'on veut échantillonner. Et ça va vraiment faire appel au jugement de l'évaluateur.
Et finalement, la dernière approche, ben, c'est une approche combinée. C'est simplement qu'on va utiliser plusieurs approches précédentes pour là, avoir un maximum d'informations, puis une bonne représentation là, du terrain. Lorsqu'on prépare son programme d'échantillonnage, c'est également très important de savoir quelles sont les analyses environnementales que je vais devoir faire. C'est quoi les paramètres que je vais choisir pour chaque sondage? Pourquoi d'abord? Parce que je dois préparer mes pots à l'avance pour lorsque je vais aller sur le terrain. Donc, je dois faire mes commandes auprès du laboratoire. Également, ça coûte extrêmement cher faire des analyses au laboratoire. Donc, il faut que je sois préparée à savoir quelles analyses vont être les plus pertinentes à faire. Lorsqu'on ne sait pas du tout quel contaminant il y a sur le site, il y a 3 analyses de base qui sont les hydrocarbures pétroliers, qu'on appelle au provincial les C10, C50, alors qu'au fédéral, on parle des fractions F1 à F4. On a ensuite les métaux, puis on a également les hydrocarbures aromatiques polycycliques, donc les HAP. Ça, c'est nos 3 analyses de base. Mais là, j'ai une liste ici de beaucoup plus d'exemples de sources, puis quels sont les contaminants qui sont associés à chacune de ces sources-là. Donc, en fait, on peut parler d'abord des hydrocarbures pétroliers, donc on disait les C10, C50 ou des fractions F1 à F4. Et ça va souvent être associé aux industries, aux produits pétroliers, tout ce qui est protection du bois, l'industrie du textile, puis aussi les huiles usées. Donc, un changement d'huile dans un véhicule en fait, si pénètre le sol, on va retrouver des C10, C50 ou des F1, F4 dans le sol, donc des hydrocarbures pétroliers. Ensuite, lorsqu'on a les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les HAP, ces hydrocarbures-là sont associés à la combustion incomplète de matières organiques, à du plastique, aussi à d'autres produits pétroliers qui sont plus lourds, par exemple du diesel, qui ça fait longtemps qu'il est dans le sol, qui va avoir commencé à se dégrader, mais il va tranquillement devenir là, des HAP. Ensuite, on a les métaux. Les métaux, on peut les retrouver dans les peintures, dans les batteries, encore une fois dans la protection du bois. Ensuite, on a les composés organiques volatiles, qui sont des contaminants qui sont un petit peu plus volatiles, donc plus légers. Donc, on va penser à l'essence, on va penser aux produits qu'on peut retrouver dans les circuits de nettoyage à sec, différents solvants, puis également, encore une fois, dans la peinture. Ensuite, on a les biphényles polychlorés, les BPC. Ça, c'est associé à une huile qu'on trouve dans les anciens transformateurs d'Hydro-Québec, par exemple. Donc, voilà. Ici, vous avez plusieurs exemples de sources et de contaminants. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous avez une activité en tête et vous demandez c'est quoi les contaminants qui sont associés à ça, vous allez avoir plus d'informations sur le site du ministère de l'Environnement. D'abord, en annexe du guide de caractérisation, vous allez avoir une grande fiche avec plein de sources et de contaminants. Puis également, dans le guide d'échantillonnage à des fins d'analyse environnementale, le cahier 1, à la page 17, vous avez encore beaucoup de produits qui sont listés à cette page-là. Par la suite, il faut également choisir à quelle profondeur on va devoir faire nos sondages lorsqu'on travaille sur notre plan d'échantillonnage. La profondeur des sondages va changer selon les contaminants qu'on va trouver dans le sol, parce qu'il y a des contaminants qui vont aller plus ou moins en profondeur. Ensuite, selon les caractéristiques des sols, c'est certain que si on a le roc qui est en surface ou un roc qui est très profond, ça ne sera pas nécessairement là, le même type de sondage. Puis également, on va utiliser la logique. Dépendamment quelles sont les sources potentielles de contaminants, notre profondeur va varier. Pour donner un exemple, par exemple que j'aurais un réservoir souterrain qui est enterré à 2 mètres de profondeur. Ça serait quoi, de façon logique, la profondeur à faire pour mes sondages? Bien là, ce qu'il faut réfléchir, c'est que le fait que notre réservoir ait coulé, c'est sûr qu'il coule généralement plus vers le bas avec la gravité. Donc, notre sondage qu'on va faire, il faut qu'il y ait plus profond que 2 mètres si on veut vraiment vérifier si le réservoir a coulé. Donc, par exemple, dans un cas comme ça, il faudrait que notre sondage aille plus que 2 mètres. Par exemple, on pourrait aller jusqu'à 3 mètres, 4 mètres. Par la suite, je dois également choisir ma technique d'échantillonnage. Pour pouvoir choisir la meilleure technique d'échantillonnage, la plus appropriée pour mon site en question, j'ai plusieurs questions à me poser. Dans un premier temps, comme on se pose un peu plus tôt, c'est quoi les profondeurs à atteindre? Parce que dépendamment si on veut aller à 1 mètre ou à 30 mètres, c'est certain qu'une rétrocaveuse pour faire des tranchées ne se rend pas plus qu'à 4-5 mètres, alors qu'avec un forage, je peux aller très, très en profondeur. Ensuite, est-ce que je dois installer un puits d'observation pour des eaux souterraines? Pour installer un puits d'observation, je vais avoir besoin d'une foreuse. Alors, si j'ai besoin d'un puits, des fois la foreuse peut être plus pratique. Alors, si j'en ai pas besoin, peut-être que la tranchée peut être plus économique. Ensuite, quels sont les types de sols qu'on retrouve sur place? Est-ce que, comme on parlait plus tôt, est-ce que mon roc est en surface? Est-ce que les sols sont argileux? Est-ce qu'ils sont
Est-ce qu'ils sont graveleux? On va se poser tout ce type de questions-là pour voir qu'est-ce qui va être plus approprié à utiliser comme équipement. Ensuite, les caractéristiques du site, quelles sont-elles? Est-ce que c'est un site qui est en milieu éloigné? Est-ce qu'il est rapproché? Est-ce que mon forage ou mon sondage est à faire dans un bâtiment au sous-sol? Parce que c'est certain que si on travaille dans un bâtiment, on ne va pas faire de tranchée parce qu'on va arracher la moitié de la dalle de béton. Puis ça ne sera pas super cute pour le bâtiment. Ensuite, quel est mon budget? Parce que dépendamment du type d'équipement, ça peut coûter plus ou moins cher. Puis finalement, c'est quoi les répercussions potentielles sur l'environnement de traîner la machinerie, de la porter sur le site? Est-ce que j'ai un cours d'eau à traverser, etc. On va également se poser la question, est-ce qu'il existe présentement des infrastructures souterraines sur le site? Parce que lorsqu'on va aller faire une excavation, que ce soit avec une rétrocaveuse pour faire des tranchées ou une foreuse pour faire des forages, ben c'est certain qu'on ne veut pas percer aucune infrastructure souterraine, que ce soit un aqueduc, que ce soit une conduite de gaz. Il faut faire attention à ces aspects-là. Aussi, si par exemple il y avait déjà un réservoir souterrain, ben on ne veut pas aller le percer. Alors, avant de commencer les travaux, puis avant d'aller même sur le site, il faut se renseigner à savoir qu'est-ce qui existe comme infrastructure sous notre site. De façon générale, il y a un site Internet qui s'appelle Info Excavation, puis c'est un service gratuit de demande de localisation des infrastructures souterraines publiques. Et ce site-là est accessible en ligne et tout le monde peut l'utiliser et c'est gratuit. Comment est-ce que ça fonctionne? On va se créer un compte. On va aller montrer sur certaines photos aériennes où est-ce que c'est notre site et où est-ce qu'on pense faire des forages. Et Info Excavation va d'abord nous envoyer des plans des infrastructures publiques. Donc souvent, ça va être par exemple, les conduites de gaz, Vidéotron, Hydro-Québec, qui vont aller vers le site. Pas nécessairement sur le site directement parce que le site est privé, mais souvent les rues, ils vont avoir l'information pour nous. Et ils vont nous envoyer ces plans-là et après ça, ils vont les localiser directement sur le site ou à l'extérieur, aux alentours du site, où rentre le gaz, où est l'entrée d'eau, avec différentes couleurs. Et on va avoir également les plans pour comparer qu'est-ce qu'on voit qui a été localisé sur le site. Donc peut-être si vous regardez sur la photo du bas, vous voyez là, des lignes oranges sur le coin d'un trottoir. Bien ça, c'est exactement ce qui a été fait. C'est des infrastructures publiques qui ont été localisées. Et je me suis renseignée à savoir si Info Excavation travaille également sur les réserves, donc dans les communautés. Et on m'a dit qu'ils travaillaient à grandeur du territoire québécois. Donc oui, s'il y a de l'information disponible, bien sûr. Ensuite, si avec Info Excavation, on n'a pas toute l'information qu'on a besoin, bien, on peut aller s'informer auprès de la communauté s'il existe des plans d'ingénierie, par exemple, du site, les plans de l'aqueduc. Donc, on s'informe aux travaux publics, au conseil, voir qu'est-ce qui existe comme information. Puis finalement, il y a l'option également d'y aller avec une compagnie privée qui ont tous les équipements qui sont faits exprès pour localiser, que ce soit un réservoir souterrain, que ce soit les différentes conduites qu'on peut retrouver dans le sol. Et puis eux, bon, à un montant qui vont vous facturer, ils vont pouvoir aller localiser sur le site. Alors, toute l'information qu'on va avoir réfléchie puis récoltée dans les dernières étapes pour préparer notre programme d'échantillonnage, on va mettre ça sous forme de plan. Et ce plan-là, on va le donner au technicien ou à la personne qui aura sur le terrain. Puis, elle aura déjà toute l'information nécessaire pour aller faire l'échantillonnage, c'est-à-dire elle aura la localisation des différents forages ou sondages, elle saura quelle machinerie va être utilisée, quelle profondeur chaque sondage devra être fait, puis également quel poids porter pour savoir quelle analyse devrait être faite pour chaque échantillonnage. Donc, ce plan-là est vraiment un outil essentiel une fois qu'on est sur le terrain. Maintenant, on est rendu au deuxième chapitre de notre troisième webinaire. Donc, on va parler des différentes techniques d'échantillonnage lors des travaux de terrain. Les points saillants des travaux de terrain, qui là, en d'autres termes, ça va être les différentes thématiques qu'on va aborder là, dans le prochain chapitre. On va retrouver d'abord les différentes techniques d'échantillonnage des sols, ensuite les différentes techniques d'échantillonnage des eaux souterraines. On va parler de la prise de notes qui est très importante, de l'assurance et contrôle qualité, puis finalement un petit peu de santé et de sécurité. Lorsqu'on parle d'échantillonnage des sols, on va avoir deux grandes familles de sondages. D'abord, on va avoir les forages. Les forages vont être effectués avec une foreuse ou encore, lorsqu'on est dans des milieux plus petits, lorsqu'on est dans un bâtiment plus étroit, on va faire des forages qu'on dit manuels. Ces forages-là vont être effectués avec un marteau-piqueur puis des cuillères fendues. Ensuite, on a la famille des tranchées qui va généralement être effectuée avec une rétrocaveuse ou une pelle hydraulique.
Comme vous voyez sur la photo à droite, vous avez une petite rétrocaveuse qui est en train de faire une tranchée. Donc, chaque grande famille de sondage, que ce soit les forages ou les tranchées d'exploration, a ses propres caractéristiques, ses avantages, ses inconvénients. Lorsqu'on parle des forages en général, on va être capable d'aller beaucoup plus en profondeur. On va également avoir l'équipement déjà sur place, si on le sait à l'avance, pour pouvoir faire un puits d'observation des eaux souterraines. Le forage va également nous permettre d'avoir accès au bâtiment parce qu'avec les forages, on peut utiliser des très petites foreuses ou on peut faire des forages manuels comme on a vu dans la diapositive précédente. Les tranchées d'exploration, quant à elles, nous permettent d'aller à une profondeur de 2 à 4 mètres environ, dépendamment de la machinerie. Et un des grands avantages de la tranchée d'exploration, c'est avec la bonne vision de la différente composition des sols. La tranchée va vraiment nous permettre d'avoir un bon visuel sur les différents horizons de sol. Et puis, de façon générale, la tranchée également va aller beaucoup plus rapidement sur un terrain. Donc, on va être capable de faire plus de tranchées. Par contre, lorsqu'on échantillonne avec une tranchée, il faut savoir qu'on échantillonne de façon générale dans le godet de la pelle, et puis on va avoir la perte de notion des profondeurs, puisqu'on n'est pas directement avec le sol dans le sol. On est en surface une fois qu'on a ressorti des sols sur notre site. Et puis, puisqu'on va vraiment ouvrir les sols avec notre pelle mécanique, lorsqu'on avait une problématique de composés organiques volatiles, on peut avoir une perte de certains des contaminants et avoir une moins bonne représentation de ce qu'il y a exactement dans les sols. Avec chaque type de foreuse, existent différents types d'échantillonneurs. On va voir dans certains cas des échantillonneurs en plastique qui sont jetables. Donc, sur la photo du haut, vous voyez des liners, communément appelés des liners, ces échantillonneurs-là en plastique. Et puis, ce sont là des tubes de plastique qu'on va insérer dans le sol avec les foreuses. Puis, une fois qu'on les ressort, on va les ouvrir puis on va échantillonner à partir de ces échantillonneurs-là en plastique. Alors que les cuillères fendues, c'est sur la photo du bas, c'est vraiment un tube, mais en métal, qui se sépare en deux, qui lui va aller également aller chercher les sols, puis à partir de ces cuillères fendues-là, on va pouvoir également échantillonner. Lorsqu'on parle de forage, il y a quand même certaines normes à respecter pour que l'échantillon soit représentatif de la réalité des sols. Donc, il faut suivre certaines recommandations. Donc, ici, par exemple, lorsqu'on échantillonne en surface, il faudrait qu'un échantillon de sol soit pris dans les premiers 0 à 5 cm. Ensuite, entre les premiers 5 à 10 cm. Ensuite, entre les 10 à 20 cm. Et ensuite, dans les 20 à 30 cm. Ça, c'est pour une contamination qui serait en surface. Lorsqu'on va échantillonner plus en profondeur, d'abord, il y a certaines règles à respecter, puis certaines normes également. Il ne faut jamais mélanger les différents horizons de sol. Il faut prélever au moins un échantillon dans chaque unité stratigraphique rencontrée. Il faut également prélever un échantillon pour chaque horizon dont la contamination est perceptible. Et finalement, s'il y a une seule unité, donc il y a un échantillon par 0,5 m de profondeur. Et on va utiliser généralement une des analyses seulement là, à chaque mètre. Lorsqu'on échantillonne avec des tranchées, on se rappelle que notre profondeur maximale va être d'environ 4 mètres. Les sols peuvent être échantillonnés directement sur les parois de la tranchée. Par contre, pour pouvoir faire ça, il faut que notre tranchée respecte les normes en vigueur pour la sécurité de la personne qui va l'échantillonner. C'est-à-dire qu'il y a des parois à respecter pour s'assurer que les sols ne vont pas tomber sur la personne qui échantillonne, puis que cette personne-là serait ensevelie sous les sols. Alors, de façon générale, quand on fait une tranchée, on va échantillonner directement dans le godet de la pelle. On va faire la tranchée au complet. Et après ça, on va avoir une discussion, puis on va parler avec l'opérateur de la machinerie pour qu'il aille nous chercher les sols aux différentes profondeurs pour qu'on puisse échantillonner. Donc, il va sortir les sols et puis on échantillonne directement dans le godet de la pelle. On va pouvoir quand même mesurer la profondeur de la tranchée, mais on évite d'aller dans la tranchée. Lorsqu'on fait l'excavation, on va faire l'excavation généralement d'une profondeur qui excède environ 30 cm si on veut vraiment échantillonner. On va toujours échantillonner de la même paroi. Et lorsqu'on échantillonne la paroi, on va toujours enlever les sols en surface pour être sûr qu'il n'y ait pas de contamination qui viendrait du godet de la pelle ou ailleurs. Donc, on va creuser un petit 2 cm avant d'aller échantillonner les sols qu'on a besoin.
Lorsqu'on échantillonne des sols en pile, c'est-à-dire qu'on arrive à un site puis il y a par exemple déjà une pile de sol d'origine inconnue, la façon d'échantillonner consiste à faire un échantillonnage qui va représenter la totalité de la pile. Pour faire cet échantillonnage-là, on va faire 5 sous-échantillons de sol. C'est-à-dire qu'on va aller chercher dans la pile 5 échantillons, un peu partout, et toujours pas directement en surface, mais plus en profondeur, parce qu'avec la pluie, tout ça, des fois, les sols en surface sont plus propres que ce qu'on va avoir au milieu. Donc, on va prendre 5 sous-échantillons, puis avec ces 5 sous-échantillons-là, on va se créer un échantillon. Et ça s'applique pour une pile qui correspond à environ 30 mètres cubes de sol et moins. Mais plus notre pile est grosse, plus on va se faire plusieurs séries de sous-échantillons. Donc, quand on a une pile de 30 à 60 mètres cubes, on va faire 2 échantillons. À chaque fois, ces 2 échantillons-là sont toujours composés de 5 sous-échantillons. Lorsqu'on a de 60 à 100 mètres cubes, on va aller chercher 3 échantillons, ainsi de suite. Donc, le but vraiment d'échantillonner une pile, c'est de faire un échantillonnage qui va représenter la totalité de la pile. Lorsqu'on veut échantillonner les eaux souterraines, c'est à ce moment-là qu'on doit devoir installer un puits d'observation. Comme je disais, de façon générale, on va l'installer avec une foreuse. Vous voyez sur la première photo, vous avez un puits d'observation avec une tubulure là, qui s'en va dans une chaudière en plastique. Souvent, peut-être que vous avez observé ce genre de tubes qui sortent du sol. Ça, c'est l'indice qu'il y a un puits d'observation. Des fois, ils vont ressortir à peu près à 30 cm du sol, alors qu'ils vont des fois également être complètement directement sur le sol puis avoir un bouchon. Donc, ces puits-là sont fermés puis on doit les ouvrir pour échantillonner. Comment est-ce que le puits est fait à l'intérieur? En gros, c'est un tube de plastique en PVC qui va aller en profondeur dans le sol, dépendamment de ce qu'on a comme puits, il peut être plus ou moins profond. Ça va être la personne qui va l'installer, qui va choisir sa profondeur, dépendamment où se trouve, par exemple, l'eau souterraine. Donc, on va installer le tuyau de PVC dans le sol, qui, lui, au bout, va être crépiné, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs trous pour laisser l'eau rentrer. La partie crépinée va être entourée de sable, qui va être un sable filtrant. Puis par-dessus ça, on va mettre un bouchon, un scellant de bentonite. Donc, en gros, vous avez un tube de PVC dans le sol dans lequel l'eau va pouvoir pénétrer. Puis on va pouvoir aller échantillonner l'eau qui atteint ce tube de plastique-là dans le sol. Une fois que notre puits d'observation des eaux souterraines est en place, on va pouvoir aller l'échantillonner. Par contre, avant de l'échantillonner la première fois, le puits doit être développé, c'est-à-dire c'est une technique particulière qui est utilisée pour sortir les résidus qui auraient pu tomber dans le puits lorsqu'il a été fabriqué ou mis en place. Donc, une fois que ça a été fait, on peut débuter nos différentes campagnes d'échantillonnage. Ce qui est important de savoir, c'est que lorsqu'on échantillonne les eaux souterraines, il faut faire plusieurs campagnes d'échantillonnage dans une année parce qu'il faut tenir compte des variations saisonnières. C'est-à-dire, des fois, il y a des fortes pluies, on peut être en période d'étiage ou qu'il y a vraiment presque plus d'eau, il peut y avoir la fonte des neiges. Donc, tout ça est à considérer dans l'échantillonnage qui peut diluer ou moins diluer un contaminant. Et également, il faut toujours utiliser la même procédure d'échantillonnage parce qu'il en existe plusieurs, mais juste pour que nos résultats soient constants. Les grandes étapes d'échantillonnage des eaux souterraines peuvent varier, mais là, je vais vous donner juste les grandes étapes pour donner une meilleure idée générale de comment est-ce qu'on échantillonne les eaux souterraines. Donc, dans un premier temps, il va falloir qu'on élabore au préalable les paramètres qu'on va analyser lorsqu'on va échantillonner les eaux, parce qu'il faut commander les bons pots d'échantillonnage, les bonnes bouteilles pour qu'on puisse les remplir là, avec l'eau. Ensuite, lorsqu'on arrive sur le site, on va commencer par mesurer les niveaux d'eau qu'on a dans les puits. Et si on a une problématique avec de l'huile ou qu'il y a une problématique avec, par exemple, du diesel qui flotterait sur l'eau ou de l'essence, ou peu importe, on va avoir une sonde à interface qui, elle, va nous permettre de statuer combien de centimètres ou millimètres d'un contaminant flotterait à la surface de l'eau. Ensuite, on va purger le puits. Il faut purger le puits parce qu'il faut sortir l'eau du puits pour que ce qu'on a comme eau dans le puits soit représentatif de la réalité de l'aquifère qui est autour, puis des eaux souterraines en général. Parce que si on utilise l'eau qui est dans le puits depuis longtemps, puis qui est stagnante, puis qui n'a pas bougé de là depuis longtemps, on n'a pas vraiment une bonne représentation de ce qu'on peut retrouver dans l'eau souterraine aux alentours. Ensuite, on va procéder à l'échantillonnage. Et on va finalement envoyer nos échantillons au laboratoire. Il faut par contre savoir que, dépendamment des paramètres analysés, il faut respecter certaines températures, il faut garder ça au froid,
Puis, il y a certains paramètres qu'il faut envoyer rapidement au laboratoire pour qu'ils soient analysés. Donc, tout prendre ça en compte lorsqu'on fait notre campagne d'échantillonnage. Lorsqu'on est sur le terrain, il est hyper important de tout prendre en note, ce qu'on voit, ce qu'on fait, la météo. Il faut vraiment accumuler le maximum d'informations pour que la personne qui va faire les analyses puis regarder les échantillons puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement sur le terrain. Donc, pour ce faire, lorsqu'on fait un sondage, que ce soit un forage ou une tranchée, on va devoir faire un log de forage ou un log de sondage. C'est-à-dire qu'on va faire une représentation graphique avec une description de chacune des couches qu'on va avoir vues dans le sol. On a ici un exemple qui a été mis au propre de log de forage, où on voit la description des sols avec l'asphalte au début. Ensuite, on voit qu'il y a un remblai de pierre concassée avec l'épaisseur, avec ensuite un autre type de remblai jusqu'à ce qu'on arrive au sol naturel. Donc ça, cette information-là est très importante parce qu'on va on va identifier nos différents échantillons de sol sur cette feuille-là. Puis après ça, on va être capable de revoir qu'est-ce qu'on avait comme information sur le site, qu'est-ce qu'on avait comme type de sol, d'horizon, différents horizons. Et puis, on a également l'information à savoir jusqu'à quelle profondeur on est allé faire le forage ou notre tranchée. Donc, ce qui est important de retenir pour cette diapositive-là, c'est vraiment de prendre un maximum de notes, un maximum d'informations. On prend des photos, des échantillons, des sols, des environs, et puis on fait un log de forage dans lequel on décrit tout ce qu'on a vu dans les sols et la profondeur pour chacune des couches. L'assurance et le contrôle qualité, ce sont des éléments qui sont très importants lorsqu'on échantillonne. On ne va pas parler dans le cadre de ce webinaire de la totalité de ce qui doit être fait pour respecter les différentes normes d'assurance et de contrôle qualité. Je vais juste vous parler là, peut-être d'un élément qui est quand même très important lorsqu'on fait de l'échantillonnage sur le terrain. En fait, lorsqu'on fait de l'échantillonnage sur le terrain, il faut faire un duplicata d'environ 10% des échantillons. C'est-à-dire que un duplicata, c'est un échantillon qui est prélevé en double sur le terrain dans un but de contrôle et d'assurance de la qualité. Il permet d'établir la réplicabilité, si analysée dans le même laboratoire, ou la reproductibilité, si analysée dans deux laboratoires différents, des travaux d'échantillonnage. Le duplicata doit donc être le plus représentatif possible de l'échantillon original et les échantillons dupliqués doivent être expédiés au laboratoire sous deux identifications différentes. Environ 10% des échantillons doivent être pris en duplicata. Mais en gros, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on veut s'assurer que ce qui est pris comme échantillon sur le terrain est représentatif de la réalité. Donc, c'est comme si on faisait un doublon de notre échantillon. Donc, si jamais on voulait revérifier les contaminants dans un pot, on aurait d'abord un deuxième pot qui pourrait nous aider à faire une double vérification. Mais sinon, d'emblée, on en envoie 10% de doublons comme ça au laboratoire, juste pour s'assurer que la personne qui est échantillonnée sur le terrain a bien fait son travail, ou d'autre part pour vérifier que le laboratoire, lui aussi, fasse bien son travail. En matière de travaux de terrain, il y a beaucoup d'éléments de santé et de sécurité qui sont très importants à considérer en tout temps. On ne va pas faire le tour de la totalité de tous les éléments de santé et de sécurité, mais on va juste en voir quelques-uns pour se donner certains rappels, peut-être certains réflexes qu'il faut avoir quand on est sur un chantier d'échantillonnage. Dans un premier temps, il faut mettre toujours les EPI qui sont recommandés, donc tous les équipements de protection individuelle. S'il y a de la machinerie, c'est certain qu'on va toujours utiliser les bocs capés, le dossard, le casque. Lorsqu'on est en milieu clos, puis qu'il y a des contaminations un peu plus présentes, il peut y avoir des vapeurs toxiques. Donc, on peut avoir un masque pour les vapeurs organiques, par exemple, pour empêcher d'avoir mal à la tête, puis pour pouvoir respirer des produits qui seraient nocifs. Également, lorsqu'on travaille avec la machinerie lourde, qu'il y a des foreurs ou qu'il y a une rétrocaveuse, c'est important de toujours garder le contact visuel avec la personne qui va opérer la machinerie pour éviter toute forme d'accident. Également, lorsqu'on fait des tranchées, il est important de jamais descendre dans la tranchée. Pourquoi? Parce qu'une tranchée, si elle ne respecte pas certaines règles, si les pentes sont abruptes, s'il n'y a pas de mur de soutènement, elle peut s'écrouler. Et s'il y a quelqu'un à l'intérieur, il va être enseveli sous des sols et ça peut être extrêmement dangereux. Donc, de façon générale, on l'avait mentionné, on échantillonne dans le godet de la pelle.
Et puis, sinon, il faut vraiment que toutes les normes, que ce soit de la CNESST, que ce soit les normes canadiennes provinciales, soient respectées pour qu'on puisse descendre dans une tranchée. Également, un élément des fois qu'on ne pense pas, mais quand on échantillonne les eaux souterraines, on va utiliser des bouteilles qui viennent du laboratoire dans lesquelles il va souvent avoir des produits de conservation, donc des produits chimiques. Donc, quand on utilise ces bouteilles-là puis qu'on les remplit d'eau, un splash est extrêmement vite arrivé parce que des fois, le débit d'eau qui va sortir dans notre tubulure va être plus rapide que ce qu'on pense, puis ça peut éclabousser. Donc, autant nos yeux que nos mains. Alors, lorsqu'on échantillonne des eaux souterraines ou des eaux de surface, on porte toujours des lunettes, on porte toujours des gants pour se protéger. Donc, bref, toujours garder en tête qu'il y a plusieurs éléments de santé et de sécurité qui sont très importants sur le terrain. Troisième et dernier chapitre, analyse des échantillons et interprétation des résultats. Lorsque le travail de terrain est terminé, on va rapporter tous les échantillons qui ont été pris au bureau. Et rendu là, on va avoir un choix à faire. Non seulement un choix de quels échantillons vont être envoyés au laboratoire, mais également toujours quels paramètres vont être analysés sur chaque échantillon. Vous avez ici un bon de commande qui vient de chez Exova, qui est un laboratoire qui s'appelle maintenant Eurofins, mais il existe plusieurs laboratoires accrédités. Vous pouvez faire affaire avec différents laboratoires, mais celui-ci va vous envoyer un bon de demande d'analyse, comme on voit sur la diapositive. Et sur cette demande-là, on va mettre toute l'information qu'on a besoin de savoir tout ce qu'on veut que le laboratoire fasse avec nos échantillons. Donc, on va écrire bien sûr le nom du client, à qui on est, notre courriel, toutes ces infos-là. Mais si vous regardez un petit peu au centre de la demande d'analyse, vous allez voir identification des échantillons. Donc là, il va vraiment être important d'écrire le nom des échantillons qu'on va envoyer avec vraiment la même façon qu'on va retrouver sur le pot, parce que chaque pot est identifié, mais pour que les gens au laboratoire puissent vraiment retrouver chaque pot avec quelle analyse à faire, il faut qu'on fasse ça de façon très claire. Ensuite, on va écrire, est-ce que c'est des sols, est-ce que c'est de l'eau, on va écrire la date, l'heure de prélèvement, mettre un maximum d'informations. Ensuite, on va devoir également cocher quel délai on désire. Est-ce qu'on veut avoir les résultats rapidement? Est-ce qu'on est pressé? Est-ce qu'on les veut en 24 heures, 48 heures, 72 heures? Ou on veut les délais réguliers, qui sont les prix normaux? Sinon, on va toujours ajouter des petits excédents là, pour les prix lorsqu'on a besoin d'avoir ça un peu plus rush. Vous allez également inclure les duplicata dans les identifications des échantillons. On va finalement cocher tous les paramètres qu'on a besoin. Par exemple, si je veux sur mon premier échantillon faire analyser les COV, je vais cocher la bonne colonne. Après ça, sur ce même échantillon-là, je peux vouloir faire analyser les cyanures. Alors, je vais cocher par exemple les cyanures. Donc, on regarde le bon. Puis vraiment, pour chacun de nos échantillons, on va aller écrire qu'est-ce qu'on veut comme analyse. Également, lorsqu'on parle avec le laboratoire, on peut avoir plus d'informations. Puis on peut leur dire que nous, on travaille par exemple sur terre de réserve, fait qu'on a besoin d'avoir les recommandations du CCME, mais on peut aussi leur dire qu'on travaille avec le ministère de l'Environnement au provincial, puis qu'on a besoin de ces critères-là aussi. Donc avec le laboratoire, ils vont être capables de vous envoyer des Excel avec toutes les différentes comparaisons possibles là, pour les besoins du projet. Avec les résultats d'analyse que va nous donner le laboratoire, on va avoir une interprétation à faire des données afin de pouvoir statuer sur si un site est contaminé ou pas. Pour débuter, il faut encore une fois vérifier si on est sur un site qui est sur réserve, donc on doit se baser sur les recommandations du CCME, donc du fédéral, ou est-ce qu'on est sur un site qui lui doit être basé sur les critères du provincial, donc hors réserve. Les valeurs du Conseil canadien des ministres de l'Environnement, donc du CCME, et les critères génériques établis par le ministère de l'Environnement au Québec ne sont pas exactement les mêmes. Par contre, les deux façons d'analyser vont toujours se faire en fonction de l'usage du site. Donc, c'est-à-dire que si un site peut recevoir un certain nombre de contaminants, ça va être en fonction de ce qui se passe réellement sur le site. Entre autres, au fédéral, on va avoir 4 différentes recommandations. Donc,
On peut avoir un site à usage agricole qui va avoir une certaine quantité de contaminants qui est acceptable. On va avoir l'usage résidentiel ou parc. On a l'usage commercial ou l'usage industriel. Donc ça, c'est différentes quantités de contaminants pour chaque contaminant qui est acceptable sur un site. Ensuite, même chose pour le provincial, mais les critères vont s'appeler plutôt le critère A, critère B, critère C, critère D. Le critère D découle d'un autre règlement. On n'ira pas en profondeur là-dessus aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans un premier temps, est-ce que je suis situé sur un réserve ou est-ce que je suis en juridiction fédérale ou provinciale? Et puis après ça, avec mes résultats, je vais aller me comparer aux critères ou aux recommandations qui existent en fonction de l'usage du site. Dans le but de simplifier un petit peu ce que je viens d'expliquer, on va prendre une comparaison concrète par rapport à un contaminant particulier et pour les recommandations du CCME et pour la grille des critères génériques du ministère de l'Environnement et Changement climatique. Donc, prenons par exemple le zinc. Ici, on a fait 2 screenshots des données qu'on peut retrouver en ligne où il va être écrit pour chacun des critères ou des recommandations, c'est quoi la quantité maximale qui est acceptable sur un site. Alors, prenons pour le zinc, vous avez en haut, avec le premier screenshot, la quantité maximale acceptable pour un site à usage agricole. Donc, on voit qu'on a une concentration de milligrammes par kilogramme pour un site agricole de 250. On a la même quantité pour un site à usage résidentiel ou parc, 250 mg par kilogramme. Et là, lorsqu'on tombe sur du commercial, on voit qu'on peut accepter jusqu'à 410 mg par kilogramme de zinc. Et même chose pour l'industriel. Alors que si on regarde ce que le ministère de l'Environnement, lui, accepte ou n'accepte pas, pour notre critère A, on accepte jusqu'à 140 mg par kilogramme de matière sèche de zinc, alors que lorsqu'on tombe en critère B, qui était, je vous rappelle, le critère pour du résidentiel, on est à 500 mg par kilogramme. Lorsqu'on est à 500 mg par kilogramme, on voit que c'est plus élevé que ce qu'on va retrouver en haut, qui était au fédéral. Et lorsqu'on tombe sur un terrain à usage commercial, on accepte jusqu'à 1500 mg par kilogramme. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans ces 2 screenshots-là? C'est que pour un même contaminant, dépendamment si je me trouve en juridiction provinciale ou fédérale, on n'a pas la même quantité qui est acceptée ou qui est tolérée pour le même usage d'un site. Alors, qu'est-ce qu'on garde en tête? C'est que toutes ces données-là sont en ligne. On peut tout aller les chercher pour faire nos comparaisons, mais il faut toujours savoir sur quel site on se situe à la base. Ici, on a une capture d'écran d'un certificat de laboratoire qui est envoyé par un laboratoire et on va pouvoir justement comparer dans le concret comment est-ce qu'on peut interpréter ça quand on reçoit notre certificat de laboratoire. Alors, vous avez dans la première ligne tous les paramètres qui ont été analysés. Vous avez ensuite, les unités. Ensuite, vous avez les différents critères. Vous voyez, C par oblique N qui veut dire critère norme de référence. Donc ici, on parle par exemple du critère A, du critère B, du critère C. Donc, vous avez pour chaque paramètre la quantité maximale tolérée pour chaque usage. Et finalement, vous avez le numéro de l'échantillon qui ici s'appelle SC1-E3 sol, vous avez la date et vous avez les résultats. Donc, une fois de plus, on regarde le zinc. Ici, le zinc, si on regarde la dernière colonne, on a 1910 mg par kilogramme, ce qui, dans les faits, équivaut aux critères C et D. C'est-à-dire qu'on se trouve entre les critères C, entre 1500 et 7500, alors le zinc correspond aux critères C et D. Le laboratoire va toujours vous envoyer un fichier Excel pour permettre de faire ces comparaisons-là de façon efficace et vous allez devoir dire au laboratoire de façon antérieure c'est quoi les critères auxquels vous voulez comparer vos échantillons. Est-ce que vous êtes justement en comparaison avec le CCME, en comparaison avec le ministère de l'Environnement? Quels sont vos critères de comparaison? Et puis, le laboratoire, de façon générale, il est vraiment là pour vous aider. Alors, n'hésitez pas à les appeler pour leur poser des questions, des fois, sur peut-être comment interpréter les résultats. Ils vont pouvoir prendre le temps de vous expliquer vraiment tout ce qui se passe dans le certificat de laboratoire. Pour l'interprétation des données de l'eau,
de l'eau souterraine ou de l'eau de surface, on va encore une fois comparer nos résultats et nos concentrations en fonction de différents critères. Et ces critères-là sont faits en fonction de l'usage de l'eau. Donc, de la vie aquatique, du bétail, de consommation humaine, dépendamment de la localisation géographique, de différents récepteurs. Bref, il y a plusieurs facteurs qui vont pouvoir affecter les différents critères, la quantité, les concentrations acceptées. Mais vous avez ici une capture d'écran d'un tableau qui est une fois de plus offert gratuitement en ligne et vous choisissez à quel contaminant on veut comparer notre eau, par exemple l'aluminium. Puis là, vous avez les différentes concentrations selon les usages. Puis avec ça, on est capable de savoir si notre eau respecte ou non les critères qui sont recommandés, toujours en fonction de l'usage de l'eau. On vous a mis ici une fois de plus plusieurs outils et guides disponibles en ligne. Donc, avec les liens, vous êtes capable d'aller retrouver l'information sur Internet. Tout va être gratuit à l'exception des normes CSA qui, elles, vont être disponibles à des coûts d'à peu près 100 $, si je ne me trompe pas, et pour en avoir une en français et pour en avoir une en anglais. Donc, c'est 100 $ chaque, à peu près. Vous avez donc le guide de caractérisation environnementale des sites dans le cadre de l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé. Ceci, c'est un document fédéral. Ensuite, on a le guide de caractérisation des terrains qui, lui, est une publication du Québec. Le guide d'échantillonnage à des fins d'analyse environnementale. Vous allez avoir toutes les étapes précises de comment échantillonner les sols, les eaux souterraines, etc. Encore disponible en ligne. Vous avez le guide d'intervention qui est une bible pour tout consultant en environnement au provincial. Les normes, comme je vous ai dit. Ensuite, différents critères, que ce soit les critères pour l'eau. Au début, vous avez ici les critères, les recommandations du CCME que vous allez trouver dans le lien. Ensuite, pour le ministère de l'Environnement, vous allez avoir les critères des eaux souterraines. Vous avez également les critères de la qualité de l'eau de surface. Donc ça, c'en est quelques-uns parmi tant d'autres. Mais allez sur ces sites-là, puis déjà, vous allez avoir beaucoup d'informations pour les études à venir. Si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas que mon courriel est écrit ici en bas. C'est babino-boulet, pas d'accent, @iddpnql.ca. Vous pouvez m'envoyer toutes les questions que vous auriez sur ce webinaire. Et comme je disais, si je suis capable d'y répondre, tant mieux. Si je ne suis pas capable, je vais vous trouver quelqu'un qui devrait être en mesure de vous répondre. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter ça aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer des courriels si vous avez des questions. Merci, bye bye!